série sur comment construire une relation amoureuse et la sexualité avant le mariage. Mais en ce qui me concerne, je parle juste que de la relation amoureuse. Alors, on a vu que faire lorsque je suis intéressée par quelqu'un. On a vu cette approche, cette observation à distance et cette approche plus personnelle, plus individuelle dans le cadre du groupe. Et je tiens à préciser que cette approche-là est une approche qui est pure, une approche qui est douce, qui est sincère, qui est authentique aussi, mais qui n'est pas de la drague et qui n'est pas de la séduction. On continue, on est encore dans ce processus, on continue de sonder, je dirais, de sonder un peu le cœur de l'autre, de sonder si vraiment il y a une possibilité pour cette relation de pouvoir naître, parce que la relation n'est pas encore née à ce stade, il n'y a encore pas de relation amoureuse. Donc c'est pas de la drague, c'est pas de la séduction, c'est pas je veux te plaire et puis je vais tout mettre pour tout faire pour te plaire. Non, c'est je veux juste voir. En fait, c'est plus même, je veux voir si toi tu me plais réellement derrière ce que j'ai vu qui m'a déjà plu au premier abord, au premier regard, dans nos premiers échanges. Je veux être certain que vraiment il y a un réel intérêt, il y a quelque chose de plus que ta petite belle figure, que ton beau petit sourire, qu'il y a quelque chose de plus profond. Donc ce n'est pas de la séduction, ce n'est pas de la drague, parce qu'à ce stade-là, la relation est encore entièrement pure. On peut avoir comme une idée, un intérêt, mais cet intérêt-là n'est pas formulé et n'est pas clairement démontré dans le sens où on n'est pas en train de faire une demande en mariage et tout ça. On est encore dans un stade de connaissance, d'approche individuelle dans le groupe où on va faire connaissance et puis on apprécie ce qu'on découvre ou on n'apprécie pas ce qu'on découvre. Et on apprend à se connaître de mieux en mieux. Et on avait terminé sur le fait que finalement, l'intérêt était mutuel et que lorsque l'intérêt est mutuel, ça veut dire qu'on va pouvoir passer à une autre étape dans la relation. Et j'avais dit aussi, j'avais touché deux mots par rapport à la relation à distance. Donc, la relation à distance, honnêtement, c'est pas vraiment l'idéal que de rencontrer quelqu'un, par exemple sur Internet, qui habite à l'autre bout du monde et de ne vous être jamais vu et que la seule façon dont vous faites connaissance, c'est sur Internet, vous envoyez des messages, vous parlez, vous voyez même webcam, FaceTime, machin et tout. Mais ceci dit, la personne n'est pas là en vrai. La personne, tu ne l'as pas vue, tu n'as pas pu avoir ce temps d'observation où tu as pu le voir dans son milieu, tu as pu le voir dans son environnement. Parce qu'on a vu Ruth est arrivée dans l'environnement de Boaz. Et Ruth a vu aussi Boaz dans son environnement. Mais quand on est comme ça, chacun à l'autre bout d'une planète ou à l'autre bout du pays, même du même pays, mais qu'on n'est pas ensemble géographiquement, qu'on n'est pas ensemble physiquement, chacun reste dans son environnement et c'est quand même, on se voit à des moments qu'on a choisis, on se voit dans un cadre qu'on a choisi, dans une certaine sécurité. Tu ne vois que ce que l'écran te montre. Tu n'entends que ce que tu peux voir. Tu ne vois pas tout le reste. Donc, c'est vraiment facile dans ces cas-là d'avoir une mauvaise image de la personne en face et c'est facile de donner aussi une mauvaise image de nous. Donc, mais ça existe. Comme on l'a dit, ça existe. Et puis, quelquefois, on peut se rencontrer dans une ville, dans un pays, dans un rassemblement, je ne sais pas quoi. Mais après, il y a la séparation parce qu'on n'habite pas au même endroit et là, la relation va se développer à distance. Et si c'est votre cas, vraiment, soyez plus que vigilant. Encore plus que si la personne était dans votre environnement, que vous pouviez la voir de vos yeux. Là, soyez vigilant à la fois pour essayer en tout cas d'avoir la meilleure observation possible, mais aussi pour garder une certaine sobriété, une certaine limite dans vos échanges. Parce qu'on a fini la dernière session en disant que avec les messages, avec les mails, avec tout ça, on a tendance à dire plus de choses et plus rapidement. Sérieux, tu peux envoyer 1000 cœurs dans ta journée, commencer à dire des love, je t'aime, machin, nanana. Alors que si tu avais la personne réellement en face de toi, tu serais peut-être pas aussi entreprenant, tu dirais peut-être pas autant de choses, etc. Et puis on a l'impression que pour compenser cette distance, pour compenser cet éloignement physique, qu'il faut
mettre le paquet sur le reste. Et là, on va commencer à s'ouvrir, à raconter plein de trucs, à dire plein de choses. Mais honnêtement, on est quand même dans un stade de la relation où on ne doit pas tout dire, on ne doit pas se livrer entièrement et s'attendre et pousser la personne à se livrer entièrement. Donc, si vous êtes dans ce genre de relation, faites attention à ce que vous dites. Éprouvez-vous vous-même et posez-vous des limites parce que c'est trop facile de pouvoir dire trop de choses et d'aller beaucoup trop loin dans les conversations, d'aller beaucoup trop loin dans les discussions, même dans les projets, sans pour autant que ça devienne malsain, que ça devienne impur, qu'on se dise des trucs dégueux. C'était pas ça, c'est pas ça. C'est même juste de faire des grands projets parce que souvent on voit que c'est le genre de relation qui est très intense dès le début. Ça va très vite, c'est très fusionnel. Et puis on a vu que Ruth ne s'est pas arrêtée dans ce qu'elle faisait. Ruth était là pour travailler, elle a continué de travailler. Et souvent dans les relations à distance, d'un seul coup, il n'y a plus rien qui existe. Les gens rentrent chez eux rapidement, ils s'appellent parce qu'ils veulent passer du temps au téléphone, ils veulent passer du temps devant leur ordinateur pour pouvoir parler avec l'autre personne. Il y a comme un engouement, une intensité qui fait que tout disparaît. Il y a même des jeunes qui se mettent en échec scolaire. Il y en a d'autres qui perdent leurs amis parce qu'ils passent leur temps à essayer de développer cette relation à distance. Mais c'est ça aussi l'intérêt de se rencontrer et d'être dans un groupe, d'être dans le même environnement. Quand c'est possible, c'est parce que il y a comme des limites dans le temps. Ok, il y a une activité, il y a un moment de groupe, on est tous ensemble, on se voit, on discute. Après l'activité, le moment est terminé. Ben voilà, chacun rentre chez soi, chacun fait sa vie, et puis on peut continuer. On n'est pas dans une relation fusionnelle à ce moment-là. Alors que lorsqu'il y a une relation qui est à distance, que c'est juste des messages, des mails, des coups de téléphone, des relations même par vidéo, on dirait qu'il y a comme plus de limites. Il n'y a plus de limites ni dans le temps, il n'y a plus de limites dans l'intensité, il n'y a plus de limites dans les limites normales qu'on devrait se fixer et auxquelles on devrait se tenir. Donc vraiment, faites attention si vous avez ce genre de relation. Et personnellement, moi, je ne préconise absolument pas ce genre de relation parce que la Bible nous dit que Ruth est arrivée, elle était là, elle a déménagé, elle est arrivée dans le champ de vision de Boaz. Boaz n'était pas dans la ville, Boaz est arrivé quand Ruth était là. Je crois que Dieu est assez puissant pour faire des regroupements comme ça, pour qu'on puisse avoir une relation physique, pas une relation physique sexuelle, mais une relation physique où on est à côté l'un de l'autre, où on peut se voir, on peut regarder l'autre dans les yeux, on peut le voir dans son environnement. Mais c'est vrai que de nos jours, aujourd'hui, la distance est relative à cause justement de tous les réseaux sociaux, d'Internet, le téléphone, etc. On n'a plus besoin de prendre le bateau pendant 3 mois pour traverser l'océan. On n'a plus besoin d'aller à cheval pendant 10 jours pour aller dans une autre ville. Et on n'envoie pas des lettres qui mettent 1 mois à arriver. On envoie des messages, on envoie des mails. Donc, c'est très rapide. Donc, c'est vrai que ça rend les choses possibles, mais ce n'est pas parce que ces choses sont possibles que c'est la meilleure chose. Et ce n'est pas parce que c'est possible et que c'est facile que il n'y a aucun danger, que finalement c'est le côté facile. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui développent ce genre de relation à distance parce que vous n'avez pas d'amis, vous n'avez aucune communauté autour de vous, parce que en vrai, vous êtes pas très sympa, vous êtes plutôt détestable, et le fait d'avoir des relations à distance, c'est comme ça simplifie les choses pour vous. Et puis si vous êtes quelqu'un de blessé, d'un seul coup vous avez plus de facilité à vous ouvrir. Mais après, le but de cette relation, c'est qu'elle passe de ce côté virtuel à un vrai côté réel. Et là, si vous envisagez un mariage, vous allez devoir partager la même maison et vous ne serez pas chacun dans votre chambre, chacun dans votre pièce, en train de vous envoyer des messages, en train de vous texter, etc. Il y aura une vie réelle, une vie physique qui sera là et qu'il faudra développer, qu'il faudra aimer, qu'il faudra aussi supporter. Et ça, c'est des choses qui sont plus difficiles à construire
avec une relation à distance. Donc vraiment, soyez prudents par rapport à ça. Mettez-vous des limites et tenez-vous à ces limites. Imaginez que la personne soit là et dites-vous, bah, si je ne le disais pas, si c'est pas quelque chose que j'allais faire, si la personne était là, je ne le ferais pas non plus à distance. Je ne dévoilerai pas telle chose, je ne m'emballerai pas pour tel et tel sujet. On prend notre temps. Oui, voilà. Donc par rapport au rendez-vous, au fameux rendez-vous. Le rendez-vous semblait peut-être être la première étape pour construire une relation amoureuse, pour commencer à apprendre à faire connaissance. Mais comme on l'a vu, le rendez-vous n'était pas du tout la première étape. Le rendez-vous vient après avoir fait connaissance, après avoir manifesté, on a eu cet intérêt, puis on a vu que l'intérêt était mutuel, que l'intérêt était réciproque. On a déjà passé du temps ensemble, on s'apprécie, on a envie de passer plus de temps ensemble, on a envie de se connaître plus et c'est une envie qu'on n'a pas pour quelqu'un d'autre. Et la personne en face de nous aussi ne devrait pas avoir cet intérêt-là pour une autre personne. Donc le rendez-vous, ça va être finalement un peu le résultat de toutes les épreuves éliminatoires. Donc ce n'est pas la première chose à faire, c'est le résultat de tout le début du processus. On a fait connaissance, on s'apprécie, ben, on peut faire un peu plus connaissance et en dehors du groupe, en fait, le rendez-vous, ce sera tout simplement la même chose. Ça va être les deux personnes, sauf qu'on va enlever le groupe, on va enlever tout l'environnement autour et ça va être les deux personnes qui vont se retrouver ensemble pour un moment plus personnel. Alors la première chose à dire, c'est que déjà le rendez-vous, c'est pas dans un petit coin secret, c'est pas dans un coin, dans un bois ou dans un champ où il y a personne. C'est pas un rendez-vous romantique en fait où il n'y a personne, il y a parce que j'ai dit il n'y a plus le groupe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus personne. Ça veut dire que là, vous êtes, oui, tous les deux, mais dans un lieu public où il y a encore d'autres gens parce que vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes même pas fiancés. Donc, ce rendez-vous-là doit être dans certaines limites et avec une certaine sécurité et une certaine sagesse. Et étant donné qu'on avait dit aussi que le rendez-vous n'est pas la première étape, on n'est pas censé avoir une vie de rendez-vous. On n'est pas censé avoir 5 rendez-vous par semaine avec 5 personnes différentes pour essayer, pour manger gratuitement, pour passer le temps, pour s'occuper parce que bah voilà, c'est comme ça, c'est cool de sortir avec quelqu'un, c'est cool d'avoir un rendez-vous. Non, les rendez-vous, un rendez-vous, ça va prendre un certain temps, ça peut demander un petit peu d'argent aussi. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut économiser si on n'a pas été intéressé par quelqu'un, si on n'a aucun intérêt pour quelqu'un. On ne va pas aller de rendez-vous en rendez-vous juste comme ça, pour essayer, juste comme ça, pour tenter, parce qu'un rendez-vous, c'est déjà une première porte ouverte pour plus. Donc, s'il n'y a pas de plus envisageable pour toi, n'ouvre même pas la porte. Ne tente rien, ne teste rien, c'est juste non, ça se termine là, c'est fini. Donc, le rendez-vous, il y a un intérêt, un réel intérêt qui est mutuel. Et on est toujours quand même dans cette idée de faire connaissance, d'apprendre à plus se connaître, étant, c'est sûr, sur la base, bon, on est chacun intéressé. Alors, c'est certain que lors d'un premier rendez-vous, il peut y avoir un petit malaise, un petit peu de gêne, parce qu'on a eu l'habitude de se voir en dehors, et puis là, c'est comme un peu plus formel, un peu plus officiel, comme quoi, bah, on veut il y a une relation peut-être qui va naître de ça, il y a un réel intérêt, puis c'est la première fois qu'on va plus le formuler, qu'on le formule clairement que on veut aller plus loin. Alors oui, il peut y avoir cette petite gêne, mais normalement, si on a passé les autres étapes, la gêne ne devrait pas non plus être insupportable parce qu'on a une bonne vision de la relation, on a une bonne vision de l'autre personne et on a une bonne vision de l'avenir aussi. Et on sait, on n'est pas complètement ébranlé par nos sentiments, par nos émotions. Et le rendez-vous n'est pas non plus la demande en mariage. Le rendez-vous n'est pas le saut final comme quoi on va passer notre vie ensemble, etc. Non, absolument pas. Le rendez-vous n'est
vraiment, mais alors vraiment pas du tout encore ça, parce qu'il se peut qu'après le rendez-vous, ce soit la fin aussi, parce que la période d'observation, ça s'est bien passé, la période de faire connaissance en groupe, ça s'est bien passé, puis finalement dans le rendez-vous, là, de 1 à 1 en tête à tête, non, ça se passe vraiment plus du tout bien, il n'y a rien qui te plaît finalement, au contraire, tout te fait reculer, bon, bah, ce sera juste fini, mais encore une fois, tu ne te seras pas engagé, tu n'auras pas fait une demande de mariage, tu n'auras pas non plus la bague au doigt, donc c'est pas non plus dramatique. Un rendez-vous, oui, c'est une étape importante, mais un rendez-vous, c'est pas non plus une demande en fiançailles ni une demande en mariage. Donc, il faut vraiment réévaluer l'importance qu'on attache au rendez-vous. À la fois, c'est pas rien. On banalise pas le rendez-vous. Je peux aller à des rendez-vous comme je veux, etc. Non, pas du tout. Mais c'est pas non plus la demande officielle. On signe pas un papier, etc. officiel pour aller à un rendez-vous. Et d'ailleurs, par rapport au fait que ce soit pas trop officiel, c'est que pour un rendez-vous, premièrement, ça va pas être quelque chose de super officiel où tu vas envoyer un carton d'invitation pour aller dans un super restaurant 5 étoiles, je sais pas quoi, puis que si tu as un homme, tu fais livrer un bouquet de 100 roses et tu fais venir une calèche avec des chevaux blancs pour aller récupérer la fille. Ça, c'est très officiel. Ça, c'est très extravagant, c'est très coûteux. C'est beaucoup trop pour un premier rendez-vous parce qu'on n'est vraiment pas rendu là. Il y en a même, vous vous dites, même ma demande en mariage, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage, j'ai toujours pas vécu ça. Donc, c'est certain que pour un premier rendez-vous, c'est beaucoup trop. Donc, rien de trop officiel que ce soit dans la tenue, dans l'endroit ou même dans l'invitation. On y va, c'est tranquille. C'est le rendez-vous, juste la continuité de la relation et ça doit être le reflet de la relation qu'on a avec la personne. On n'est pas là en train d'essayer d'impressionner. C'est parce qu'on a vu qu'on se plaisait mutuellement. Ben, on va juste continuer de faire connaissance de manière plus personnelle dans un cadre en dehors du groupe. Donc, on ne va pas faire quelque chose de complètement extravagant, de quelque chose qui ne nous ressemble pas du tout, de quelque chose qu'on ne refera peut-être jamais après, parce que pour taper fort comme ça pour le premier rendez-vous, tu mets la barre haute. Donc, c'est quelque chose, c'est un petit moment sympathique normalement. Tu peux aller boire un café, tu peux aller manger un petit truc, mais là, vraiment, je déconseille le grand restaurant 5 étoiles et tout, parce que même à l'autre, tu lui mets la pression. Si la personne vient au rendez-vous, un seul coup, un restaurant 5 étoiles, c'est le gros repas et tout. C'est impressionnant et ça peut mettre dans une situation gênante et ça peut créer un malaise. Alors là, on va juste boire un café. Je veux dire, il n'y a pas trop de pression. Tu viens habillé comme tu t'habilles tous les jours. Ça ne te coûte pas un bras non plus d'aller boire un café. Donc voilà, c'est sympathique. On discute. Il n'y a pas de... Ça va, c'est juste tranquille. C'est un petit moment tranquille. Pas de pression, c'est relax. Et il n'y a pas de pression ni sur moi ni sur lui, comme il faut qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Et aussi, encore une fois, il faut enlever toutes les idées qu'on peut avoir du premier rendez-vous super romantique où, je sais pas, c'est à moitié une chasse au trésor et puis il y a des pétales de rose sur toute la route, machin et tout. Non, ça peut et ça doit vraiment être simple. Ça doit être la continuité de la relation et ça doit refléter votre relation. Ça doit refléter qui vous êtes aussi. Et donc, je disais dans un lieu public. Un lieu public, ça c'est vraiment important. T'invites pas quelqu'un chez toi pour un dîner romantique, pour un premier rendez-vous avec des bougies, etc. Là, on est déjà rendu beaucoup plus loin dans la relation. Tu ne vas pas non plus, j'ai dit, dans un coin tout perdu dans le noir, dans un bois ou je sais pas trop où. Non, non plus, tu fais pas ça. Tu vas dans un lieu public, là où il y a d'autres gens, là où il n'y aura pas d'occasion non plus de chute. Là où tu vas pouvoir juste avoir une conversation personnelle avec la personne, mais sans être tenté d'un seul coup de te retrouver tout nu avec elle. Et là, si tu vas boire un café, bah, ça peut juste pas t'arriver, normalement. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Et l'autre chose, oui, un lieu public, mais par contre, le cinéma ne fait pas partie des lieux publics. Vraiment, le cinéma, pourquoi c'est nul d'aller au cinéma pour un premier rendez-vous? Oui, c'est nul, je le dis, c'est nul, j'assume. Parce que, tu regardes un film, donc
techniquement, si tu regardes un film, tu peux même pas parler. Le but du rendez-vous, c'est de pouvoir faire connaissance, c'est de pouvoir partager. Donc, tu es là pendant 1h30, 2 heures, tu peux pas parler. En plus, tu es dans le noir. En plus, tu es juste à côté, donc il n'y a pas forcément des gens. Bref, c'est vraiment pas le lieu public adéquat, t'es dans le noir, tu peux pas parler, et y a personne qui peut te voir, rien du tout. Donc là, non, c'est un lieu qui peut être dangereux, et puis en plus, c'est un lieu où tu vas rien développer de ta relation. Tu vas juste regarder un film avec quelqu'un à côté de toi. Non, c'est pas gagnant là. Vraiment, le cinéma, on peut trouver mieux. On peut vraiment trouver mieux. Aller boire un café, aller manger un petit Subway ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Aller même marcher, faire un petit tour, aller faire du vélo. Aller, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Aller monter une montagne, je sais pas, parce que si vous retrouvez tous les deux au milieu de la montagne, ah non, c'est peut-être un peu dangereux la montagne aussi. Non, vraiment viser plutôt les cycles, les pistes cyclables. Les pistes cyclables, allez vous promener, je sais pas, enfin, il y a tellement de choses à faire, mais où il y aura des gens autour de vous, là où vous ne serez pas tout seul, là où vous ne serez pas tenté de faire ce que vous ne devez pas faire. Et puis vous avez déjà toute une série sur ça avec Jérémy, tout ce qu'on ne peut pas faire, tout ce qui est proscrit avant le mariage. Donc ça, vous pourrez le réécouter. Mais si vous allez donc boire un café, si vous allez manger un Subway ou quoi que ce soit, ça ne peut pas, c'est le genre de choses qui ne peut pas vous arriver. C'est juste que vous allez pouvoir passer un moment ensemble, tous les deux, et vous allez pouvoir faire connaissance, vous allez pouvoir apprendre à mieux vous connaître, à vous connaître d'une façon plus personnelle, plus profonde, poser peut-être des questions plus intimes sur l'un et sur l'autre, pas forcément au premier rendez-vous où on pose des questions hyper personnelles, voire indiscrètes, ça fait peur ça aussi. Donc on va éviter, ça doit rester un moment agréable, un moment simple, et je le répète, la continuité de la relation qui existe déjà, d'une relation qui était amicale, où il y avait un intérêt, on la pousse juste un peu plus loin. Mais on ne passe pas à l'extrême non plus. Et là, dans les questions qu'on peut se poser, c'est: dois-je accepter un rendez-vous si je ne suis pas intéressée? Bon, tout à l'heure, on l'a dit, non, on n'est pas obligé. Il n'y a aucune loi qui nous oblige à accepter un rendez-vous si on n'est pas intéressé. Oui, mais même ton prochain comme toi-même, non, ça ne marche pas dans ce contexte-là. Si tu n'es pas intéressé par quelqu'un, juste ne perds pas ton temps à aller à un rendez-vous, parce que ça peut, lui faire croire quelque chose, lui faire espérer quelque chose, et qui n'est pas le cas. Tu n'as aucun intérêt envers cette personne, n'y va juste pas, parce que tu n'as pas ton temps à perdre, tu n'as pas d'argent à perdre. Voilà, c'est un investissement quand même. Donc non, il n'y a aucune loi qui nous oblige. Si tu ne veux pas aller à un rendez-vous, si tu n'es pas intéressé, tu n'y vas pas. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc tu peux commencer comme ça en disant: je vais tester, mais honnêtement, les tests, on ne sait jamais où ça nous amène. Par contre, la conviction, ça nous amène tout le temps à faire la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que je peux initier le rendez-vous si je suis une fille? Moi, je dis que oui, tu peux initier un rendez-vous. Pourquoi? Parce que tu n'es pas non plus une mande religieuse, une femme sauvage. Parce qu'avant, il y a eu tout ce temps d'appréciation mutuelle, ce temps où vous avez fait connaissance dans le groupe. Donc, il suffit que le garçon soit plus timide, que le jeune homme ou l'homme soit plus timide et qu'il n'ose jamais formuler comme une demande de rendez-vous, ce serait bien qu'on aille boire un café, etc. Bon, ça fait qu'on peut attendre pendant encore 10 ans, 20 ans, 30 ans et qu'il ne se passe jamais rien, même pour un café. Donc là, il faut quand même, oui, un petit peu activer les choses, enchaîner les choses. Il faut savoir donner un petit coup de main quelquefois. Donc, il n'y a pas de loi, encore une fois, qui nous dit que si on est une fille, on n'a pas le droit d'initier un rendez-vous parce qu'on est passé par toutes les étapes, parce qu'on sait déjà qu'on s'apprécie mutuellement, qu'on a déjà eu des bons échanges, que la personne nous apprécie. Puis on voit juste que la personne peut être plus réservée, plus timide. Donc, on va juste l'aider. On va juste lui donner un petit coup de main. Je ne dis pas d'être des femmes totalement entreprenantes, des espèces de courtisanes, des grosses dragueuses ou des filles vraiment entreprenantes à faire des avances à tout le monde. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'il y a déjà un début de relation, un début d'intérêt mutuel. Et là, vous allez juste pouvoir dire, si ça te dit qu'on aille boire un café, ça te dit qu'on aille faire un tour demain ou je sais pas quoi, ça te dit quelque chose. Et là, l'autre va pouvoir être soulagé que vous ayez fait ce premier pas. Parce que vraiment d'attendre, se dire, non, je suis une fille, je peux pas faire le premier pas.
Vous savez, tous les garçons sont pas forcément entreprenants, sont pas forcément à l'aise, sont pas forcément remplis de confiance. Alors ça se peut que oui, c'est besoin que vous fassiez ce premier pas-là sans être hyper entreprenante non plus. Voilà, l'autre question, les hommes, est-ce que je dois forcément payer pour un premier rendez-vous? C'est pour ça, d'où l'idée, là, du coup, tout le monde est d'accord, hein, tous les hommes sont d'accord, on ne fait pas de choses coûteuses, extravagantes, le grand rendez-vous, la calèche, les feux d'artifice, l'hélicoptère et tout ce que vous voulez, parce que alors là, ça, ça va vous coûter un bras. Donc le deuxième rendez-vous, il va falloir que tu économises encore 2 ans avant ton prochain rendez-vous, donc ça, c'est pas l'idéal non plus. Est-ce que je dois payer? Franchement, fais selon la conviction de ton cœur. Si tu payes parce que tu te sens obligé de payer, mais que t'es pas généreux, que c'est pas du tout dans ton cœur de faire ça, tu es en train de donner une fausse image de toi. Tu es en train de montrer quelque chose qui n'est pas réellement toi. Tu le fais parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, parce que c'était les codes, mais ça va juste apporter de la déception après. Mais honnêtement, moi personnellement, hein, si on me dit, moi je suis allée boire un café, il m'a invité à boire un café, et puis bon, c'est un avis vraiment personnel, hein, d'accord? Mais qui t'a pas payé ton café, moi je trouve ça un peu, bon, un café quand même. Je me dis, il peut le payer, et s'il ne le paye pas, ça démontre peut-être un petit souci, tu vois, un manque de compréhension déjà par rapport à la générosité, par rapport au don de soi, oui, au don de soi pour 2 euros ou 2 dollars. Moi, je trouve ça quand même cool en tant que comme si vous pouvez inviter la fille à un premier rendez-vous, que vous puissiez l'inviter et payer pour elle. Mais voilà, l'idée, c'est quelque chose de simple, quelque chose qui ne va pas être coûteux, quelque chose qui ne sera pas compliqué, parce que là, c'est certain, si vous payez le resto, déjà, si vous l'invitez dans un resto 5 étoiles, puis qu'elle doit payer, c'est franchement un sale plan pour elle, parce que tu te retrouves obligé de payer ton addition, c'est vraiment pas cool. Mais en plus, ça met une pression sur l'autre, c'est comme, il m'a invité, ça lui a coûté super cher et je suis pas intéressée, comment est-ce que je peux faire, etc. Donc vraiment, un café, ça engage personne. Un petit sandwich, là, un petit Big Mac, ça coûte pas une fortune non plus. Ça va pas te demander de rééconomiser pendant 1 an avant de réinviter quelqu'un. Mais ceci dit, ça doit être le reflet de ton cœur. Si tu veux jamais rien payer, si tu veux jamais plus rien lui payer, fais-le, fais-le comme toi t'es. Et puis peut-être que du coup, elle voudra plus jamais revenir à un rendez-vous avec toi. Mais faut vraiment que ce rendez-vous soit le reflet de votre personne, que vous soyez vous-même et que vous fassiez ce que vous feriez en temps normal, que vous ne soyez pas dans une attitude de séduction, à vouloir en mettre plein la vue et à vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que ça va être facile, peut-être le temps d'un rendez-vous, une demi-heure, 1 heure, mais après, c'est pas facile de garder cette image-là toute une vie. Donc, vous n'êtes pas en train de vous vendre, vous êtes juste en train de vous découvrir, de laisser la personne découvrir qui vous êtes réellement. Et puis, j'ai envie de dire gloire à Dieu si la personne découvre que vous n'êtes pas une personne qui lui plaît, parce que ça évite les dégâts, ça évite de commencer une relation qui ne fonctionnera pas. Alors demain, dans la prochaine session, on finira par rapport au rendez-vous, puis on verra comment entrer après dans cette relation amoureuse, comment créé une complicité, une certaine intimité dans la prochaine session. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.